c'est vraiment n'importe quoi. Comment ils vont faire? Vous pouvez regarder, ils ont mis le pied sur les couvertures. Ils ne peuvent même pas prendre sur couverture. Ça, c'est la France, 2017. Fin 2016, les autorités françaises démantelaient la jungle de Calais pour proposer de meilleures conditions de vie aux 7000 migrants qui s'y trouvaient. Mais la France reste loin de ses engagements sur l'accueil des réfugiés et est à la traîne par rapport à certains de ses voisins européens. Nos observateurs sont des migrants subsahariens ou afghans. Ils ont connu les campements de rue et les procédures interminables. Ils vont vous raconter leur parcours entre réussite, galère et désillusion. Moubarak et Omar? Je n'ai pas trop froid. Quand il gèle. Tu as froid au Soudan? Non. Il ne fait pas froid, il fait chaud. Il fait toujours chaud. Il fait très très chaud. Salut Moubarak. Oh, salut. Tu es notre observateur ici à Quentin. Tu fais partie d'un groupe de migrants qui a été sélectionné à Calais pour venir dans ce centre et tu prends notamment des cours de français intensifs ici. Ça fait 4 mois que j'apprends le cours de français. Donc 7 heures par jour, je travaille beaucoup. Donc, et également, j'habite ici dans ce centre. Donc je vais vous montrer. Lors du démantèlement de la jungle de Calais, Moubarak et une cinquantaine d'autres migrants ont été choisis pour leur motivation à s'intégrer en France. Direction Quentin et ce centre d'accueil où ces migrants sont formés et intégralement pris en charge. Merci beaucoup. Le but pour l'État français, faire de Quentin une vitrine positive de sa politique d'accueil. Dans le nord de la France, il y a beaucoup de frites. C'est la spécialité ici. Oui, c'est très délicieux. Oui, c'est bon. Ah, c'est bon, oui. Et c'est ma chambre. Donc, c'est mieux ici à Quentin qu'à Calais. Ouais. Et ici, j'ai le radiateur, le chauffage ici, il n'est pas de froid. Ouais. Oui, mais à Calais, là, toujours il pleut. Nous sommes dans le tendre, nous n'avons pas de couverture. Difficilement ici, c'est bon. J'ai quitté de Darfour, après nous sommes arrivés au Libye aussi. Nous travaillons au champ. Donc si vous sortez au magasin, vous arrêtez, mettez en prison pour demander de l'argent et toujours vous battre. J'ai quitté le Libye, donc je suis venu en Italie. Après Italie, je suis arrivé ici en France. L'AFPA, un organisme de formation qui gère le centre, s'occupe également de faire acquérir aux migrants des compétences professionnelles. Et donc, en plus de ta formation de français, tu vas suivre également une formation de professionnelle, c'est ça? Oui, j'ai choisi la logistique pour être préparateur de commandes. Ça fait 4 mois. Après, si je suis réfugié, je chercherai le travail. D'accord. Oui. Nous retrouvons Moubarak quelques jours plus tard à l'OFPRA. C'est là qu'il doit passer un entretien pour obtenir le statut de réfugié. En 2016, l'OFPRA a traité 85 000 demandes. 36 000 migrants ont obtenu au bout des procédures l'asile ou la protection, soit 40% des demandeurs. Ces chiffres progressent, mais la France n'est de loin pas l'un des pays européens les plus accueillants. Alors cet entretien, il sert à ce que vous puissiez nous expliquer les raisons pour lesquelles vous avez fui le Soudan et les raisons pour lesquelles vous avez peur d'y retourner. Donc rien de ce que vous direz ne sera répété à qui que ce soit, ni au gouvernement soudanais, ni à votre famille, ni à personne. Traduit par un interprète du massalite au français, Moubarak explique que les terres qu'il cultivait au Darfour étaient revendiquées par des miliciens pro-gouvernement. Selon eux, elles devaient revenir aux populations arabes. Un jour, ce fut la menace de trop. Après, donc, ils m'ont menacé en disant que si vous revenez ici dans cette terre, on va vous tuer. Bon alors Moubarak, comment ça s'est passé? Oui, c'était très difficile, mais maintenant je suis très content. 12 jours à peine après son entretien, notre observateur obtiendra un titre de séjour de 10 ans. Pour la première fois depuis sa fuite du Darfour, il est en sécurité. Mais en France, tous les migrants n'ont pas sa chance. Comme d'autres, notre observateur afghan Ezat a connu la rue pendant 17 mois. Il est finalement devenu réfugié et travaille aujourd'hui dans un supermarché à Paris. Salut, ça va Corentin? Ça va? bien? Tu sors de ta journée de travail? Oui, je sors de mon travail et ça s'est très bien passé. Maintenant, je vais commencer une deuxième journée pour aller voir avec les réfugiés qui est à Porte de la Chapelle devant la commande humanitaire. Là, ton CDD, il est jusqu'à quand? Presque fini dans 2 semaines. Après, j'attends peut-être qu'elle me propose un CDI. J'espère.
ESAT nous emmène au centre humanitaire qui a ouvert fin 2016 à Paris. La structure doit accueillir les migrants dont les empreintes digitales n'ont pas déjà été relevées dans un pays de l'Union européenne. Ils sont logés sur place quelques jours et sont ensuite dirigés ailleurs en France pour faire leur demande d'asile. Problème, le centre a vite attiré plus de personnes qu'il ne peut en recevoir. Chaque matin, c'est la bousculade pour essayer d'entrer. Ok, on y va. Ok. Slow. Pour le moment, il y a beaucoup de gens qui sont à l'extérieur. Vous voyez, il y a beaucoup de gens, à peu près 150 ou 200 personnes qui sont dans le camp. Ils attendent pour rentrer. Parce que sur le camp, ils ont jusqu'à 450 places. Quand on fait notre demande ici, après, on va avoir un dossier qui s'appelle un dossier pour les francs. On doit écrire notre histoire. Et il y a beaucoup de gens, on ne sait pas comment écrire en français. ESAT a appris le français en partie seul. Il rêve de devenir interprète. Pour moi, c'est très facile d'aider les gens qui je parle directement avec eux, comme pashto, dari, hindi, urdu, anglais, comme ça, les langues. Ils ont beaucoup de problèmes avec traduire son histoire. Il y a des traductions qui le prennent 150 €, 120 €, 80 € juste pour traduire 2 ou 3 pages. Je fais gratuitement. Ouais, c'est sûr. Parce qu'ils ont besoin. Je ne sais pas s'ils viennent ici, ils ont de l'argent ou pas. Je ne crois pas qu'ils ont de l'argent pour manger un peu. Notre observateur explique que certains migrants attendent parfois des semaines avant d'avoir un rendez-vous pour leur demande d'asile. Des campements s'étaient formés, mais à la mi-février, ils ont été démantelés. Ils expliquent qu'ils sont là depuis 2 mois et demi. Ils ont là, sur ce... Ouais, ils dorment ici, mais ce matin, ils ont mis la couverture ici pour protéger un peu parce qu'il y a la place de métro qui est un peu chauffée. Là, ici, elle peut dormir. Et ce matin, les polices sont venus, ils ont mis toutes les choses. Ils ont dit on va mettre en poubelle. Les réfugiés, ils avaient des tentes ici pour dormir, mais maintenant ils ont mis le gros pierre, vous voyez, et c'est vraiment n'importe quoi. Comment ils vont faire? Vous pouvez regarder, ils ont mis le pierre sur les couvertures. Ils ne peuvent même pas prendre sur couverture. Ça, c'est la France, 2017. Ça, c'est quelques images de l'ambulance policière qui était en août 2016. Ouais. Ils ont gazé beaucoup de gens. C'est Maître Jaurès, vous voyez clairement que comme ils gazent les réfugiés, ils ont gazé les réfugiés. ESAT a fui l'Afghanistan et les talibans qui ont tué son frère. 2 ans et demi après son arrivée, il vit désormais dans un centre d'hébergement de l'armée du salut, comme d'autres réfugiés afghans. C'est ça, c'était spécial des Afghans. Mais notre observateur reste très marqué par la détresse quotidienne des migrants. Mais je pense encore pour les gens qui sont dans la rue, comment ils vont faire. Il y a beaucoup de gens, depuis 2 mois que j'ai attendu, il y a 2-3 Soudanais ou Africains, je ne sais pas de quel pays, mais j'ai partagé sur mon Facebook aussi. Ils ont suicidé. C'est des réfugiés qui étaient sautés du 5e étage au 7e étage du centre. Il y a quelques mois, j'ai traduit une histoire d'un mec. On était dans un café. Ce mec, il m'a raconté qu'il était attaché avec un arbre. Les talibans, ils l'ont attaché. Ils ont tué. Ils ont tiré le balle à sa famille, dans sa mère, 2 frères, et c'était 2 sœurs aussi. Et son père, devant lui, il était attaché pendant 2 jours ou 3 jours. Et le corps de sa famille, il était devant lui. Il a dit que ma mère, elle était morte devant moi pendant 3 heures. Elle a crié, elle était blessée, mais j'arrivais pas à faire quelque chose parce qu'il était attaché. Cette traduction avec le mec, j'ai fait pendant 2 jours parce que j'arrivais pas. C'était très compliqué pour moi. S'il y a quelqu'un qui a besoin, soit je prends en photo, soit je prends en photocopie. L'accueil en France peut être encore plus glacial pour les mineurs isolés. Venus seuls, ils ne connaissent personne. À Paris, ils doivent prouver qu'ils ont moins de 18 ans au DEMI, un dispositif géré par la Croix-Rouge. Chaque matin, ils sont une dizaine à attendre l'ouverture. Nous sommes contraints de les filmer discrètement. La plupart seront pris en charge et logés, mais d'autres seront laissés seuls. Notre observatrice Espérance Minard essaye de les secourir. Une partie arrive et se font directement renvoyer vers des instances pour majeurs. Ils sont rejetés au faciès. On a eu des jeunes qui arrivent avec des passeports biométriques plus une carte d'identité de leur pays qui ne sont pas pris en charge. Donc on ne peut pas évaluer sur un comportement, sur un visage, sur le fait qu'il n'ait pas de documents, s'ils sont mineurs ou pas, puisque normalement tous doivent être mis à l'abri systématiquement. Certaines situations confinent à l'absurde.
Un jeune qui affirme avoir 17 ans, nous l'appellerons Paul, tente sa chance au demi pour la 4e fois. Il accepte de porter un micro pendant son entretien. Il explique d'abord qu'il a été renvoyé des dispositifs pour majeurs, comme le 115, le SAMU social. Je suis parti là-bas, ils m'ont dit qu'ils ne prennent pas 17 ans. C'est moi, j'ai tous mes fichiers, j'ai appelé 115, j'ai appelé tout, ils ont dit qu'ils ne veulent pas. Moi, je vous le dis, à part ça, on n'a aucune solution pour vous. Mais 5 minutes plus tard... Bon, là, je vais vous inscrire et vous allez être reçu en entretien à cet endroit-là. Paul est accepté. Pourtant, il a présenté le même passeport que les 3 fois précédentes. Mais ces 2 jeunes subsahariens viennent à nouveau d'être refusés par le demi. T'as du matériel avec toi? Jamais, je n'ai rien sur moi. T'as rien? Oui, T'as pas de sac à dos non plus? Rien. Sac de couchage? Rien, je n'ai rien sur moi. Des fois, je pars la nuit à Place d'Italie, en bas. Je trouve des gens couchés là-bas, je pars à côté. Des fois aussi à Dans le métro? Oui. Des fois aussi, je monte dans le bus la nuit, donc je fais le tour, quoi. Quand le bus s'arrête, on me dit de descendre, je descends. Le demi et la mairie de Paris assurent que tous les jeunes reconnus mineurs sont hébergés, mais s'en remettent à des critères précis définis au niveau national. L'évaluation de la minorité du jeune repose sur une évaluation sociale de son parcours, de sa maturité et aussi de ses papiers. Depuis le mois de novembre, nous avons triplé le dispositif de mise à l'abri des jeunes qui se présentent comme mineurs. Nous sommes en train de doubler les effectifs du DEMI. Seule solution pour les jeunes migrants qui ne sont pas pris en charge, une procédure en justice qui prendra au moins 2 mois. You need to go on Saturday morning to the place with an association to send a letter to the judge to explain that you don't agree with this decision. Pendant ce temps, certains dormiront dehors et compteront sur le collectif d'Espérance pour obtenir un sac de couchage ou une couverture.